bonjour, bienvenue sur le site de Melchior. Nous vous proposons aujourd'hui la troisième conférence autour du rapport Draghi. Elle nous conduira donc à discuter des problèmes posés par le déficit de compétences en Europe, sur ses causes, sur les solutions proposées par le rapport pour y faire face et pour échanger sur ce sujet. Nous accueillons deux intervenants que je remercie d'avoir accepté cet échange. D'abord Stéphane Carcilio, donc, qui est économiste du travail, président du groupe d'experts sur le SMIC, membre du Cercle des économistes, chef de la division emploi et revenus de l'OCDE et professeur affilié au département d'économie de Sciences Po. Et puis à ma droite, Paolo Antonio Lopez, qui est donc directeur solutions conseil au cabinet Sémaphore du groupe Alpha et spécialiste notamment du développement du capital humain, des transitions professionnelles et de la gestion des compétences. Je suis moi-même Stéphanie Fraisse d'Olympio, je suis enseignante en classe préparatoire BL au lycée Janson de Sailly et j'ai le plaisir donc d'animer cette session. Alors quelques mots peut-être, je rappelle que le rapport Draghi a été remis le 9 septembre 2024, qui met en lumière les défis finalement finalement de l'Union européenne pour améliorer sa compétitivité. Il souligne l'importance finalement des skill gaps, à savoir le déficit ou l'inadéquation des compétences par rapport aux besoins de l'économie et au développement de nouveaux métiers. Alors, il se concentre sur trois domaines sur lesquels finalement le déficit de compétences peut particulièrement poser problème. Les technologies avancées qui sont nécessaires au soutien à la compétitivité, à l'innovation européenne, la décarbonation et la transition écologique, et enfin l'industrie de la défense pour gagner en souveraineté. Alors dans tous ces domaines, disposer de main-d'œuvre suffisamment nombreuse et qualifiée, voire hautement qualifiée, est indispensable. Donc on va se poser la question de comment combler finalement ces pénuries de compétences. Alors pour commencer, nous allons faire un petit état des lieux rapide du déficit des compétences et des problèmes de compétitivité que cela pose. Alors le rapport relève un chiffre, je m'arrêterai là. En 2023, 25% des entreprises de l'UE ont signalé des problèmes de pénurie de main-d'œuvre dans le domaine des technologies propres. C'est 3 fois plus qu'en 2019. Alors peut-être, Monsieur Carcillo, un petit état des lieux sur ces questions de pénurie et leurs implications. Ah oui, les pénuries de main-d'œuvre, elles sont élevées depuis le Covid et en fait, elles ont été extrêmement élevées en sortie de Covid parce que toutes les entreprises avaient remis en marche leur plan de recrutement au même moment. Mais elles restent malgré tout aujourd'hui, alors que l'économie a fortement ralenti, au même niveau que 2019, alors que l'économie va moins vite qu'en 2019, voire à des niveaux plus élevés. Et donc on a des niveaux de tension de recrutement qui sont structurellement plus importants aujourd'hui qu'il y a 5 ou 6 ans. Et à niveau de croissance donné. Donc c'est intéressant de se poser la question pourquoi. On pense il y a plusieurs raisons. Les principales raisons sont simplement que les entreprises ont évolué dans leur technologie et ont besoin de profils spécifiques. Beaucoup d'entreprises ont adopté des nouvelles technologies à la faveur de la crise du Covid. Donc elles ont digitalisé beaucoup. D'ailleurs, celles qui s'en sont le mieux sorties, c'était celles qui étaient déjà digitalisées avant. Donc elles ont digitalisé leurs opérations. Maintenant, elles doivent se mettre à niveau pour pouvoir utiliser l'IA pour automatiser un certain nombre de tâches. Et puis, il y a aussi une très forte demande dans les technologies vertes, surtout dans les métiers de la construction, mais pas seulement, dans l'industrie. Et donc, le verdissement de l'économie exige aussi beaucoup de compétences nouvelles. Et donc, dans ce contexte, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à recruter. Alors, c'est ajouter à cela le fait qu'il y a eu un certain désintéressement pendant le Covid et à la suite pour certains métiers dont les conditions de travail sont plus difficiles à cause des horaires. Donc, je pense évidemment au métier des services à la personne, les métiers de la restauration, de l'hôtellerie, tout ce qui est lié aux activités de loisirs, mais aussi les métiers du soin. Et donc, dans ces domaines, c'est pas tellement un problème de compétences, simplement qu'on ne trouve pas. Alors, il y a un problème de compétences dans le soin parce qu'il y a aussi des compétences médicales, j'en parlerai plus tard, mais on trouve tout simplement pas la main-d'œuvre parce que voilà, les conditions de travail sont effectivement plus dures à cause des horaires essentiellement et de la difficulté aussi, des nombreuses interactions
interactions que ça implique avec les clients ou les patients. Monsieur Lopez, peut-être sur ce sujet, dans vos domaines de compétences? Oui, pour compléter, je rejoins ce que vient de dire Stéphane sur la dimension transformationnelle. On a une vraie accélération de la transformation de l'économie sous l'effet de la technologie, de l'adoption de la technologie. D'ailleurs, dans toutes les études, le facteur technologique est l'un des facteurs qui fait le plus bouger les métiers. Il y a la dimension environnementale, vous en avez parlé, et puis il y a la dimension démographique. En fait, on a une démographie dont tout le monde qualifie son vieillissement en France et en général dans les pays développés et occidentaux, avec un phénomène d'allongement de la durée de vie. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle et en meilleure santé, mais ce qui veut dire l'accompagnement de personnes qui vont à un moment donné devenir dépendantes et qu'il faudra soutenir. Et donc là, on a besoin de contingents très importants de ressources pour accompagner ces populations-là. Par ailleurs, le fait que des contingents également très importants de personnes vont partir à la retraite, donc on ne va pas aborder le sujet des retraites aujourd'hui, mais sachez que, par exemple, dans le monde de l'enseignement, c'est 360 000 personnes qui vont partir à la retraite dans les projections à 2035. Dans le monde de la santé, on va dire du soin et du grand âge, pour ces métiers, c'est 250, 300 000 personnes qui partent à la retraite dans les prochaines années. Et en fait, ça, c'est l'un des effets aussi sur la création de pénurie, en fait, du phénomène pénurique. Les jeunes, on a constaté cette année qu'il y en avait moins qui arrivaient sur le marché du travail pour se former, adopter des nouveaux métiers. Et donc, la population active, elle est sous pression de se transformer, de se muter, d'acquérir des nouvelles compétences pour s'adapter à un marché qui va très vite et qui nécessite des compétences spécifiques, plus pointues, ou liées à des métiers qui n'existaient pas encore il y a 5 ans. Donc, ça accentue en fait le phénomène. Alors, dans les grandes causes que recense le rapport Draghi, il y a d'abord la faible performance du système éducatif, ensuite la contraction de la population active, vous venez d'évoquer sous certains aspects, le recours limité, au fond, des adultes à la formation, et puis la faible reconversion des actifs, de secteurs, par exemple, déclinants, et puis enfin la faible mobilité de la main-d'œuvre. Alors, sur ce point-là, vous avez évidemment, j'imagine, des résultats de recherche. Quel rôle, au fond, joue la faible mobilité de la main-d'œuvre dans la pénurie des compétences? Alors, avant de parler de la mobilité, je voudrais juste revenir sur la question de l'éducation, qui est très importante. Dans les pays de l'OCDE, on a environ un cinquième des adultes qui n'ont pas les compétences de base. Si on a 5 niveaux de compétences, on va dire 5 niveaux, ils n'ont même pas le niveau 1 en lecture, en mathématiques et en résolution de problèmes dans des environnements numériques. En gros, utiliser Internet pour trouver la solution. 20%. C'est énorme, 1 sur 5. Ces personnes, c'est très dur de les mettre dans la formation après. Très, très dur. Parce qu'en gros, ils ont raté complètement la marge de l'éducation au départ. Après, les remettre dans une formation, c'est vraiment très compliqué. Pas de motivation, des lacunes vraiment de base qui ne permettent pas d'accéder au niveau de connaissances nécessaires pour suivre la formation et la réussir. Donc c'est très compliqué. En France, on n'est pas dans une meilleure position, on est même dans une position légèrement pire que dans la moyenne de l'OCDE. Et en France, ce problème de manque de compétences parmi les adultes, quand on les mesure, c'est une enquête qui s'appelle PIAC à l'OCDE, où on mesure avec des tests les compétences des adultes. En France, c'est très lié au niveau d'éducation initiale, et c'est très lié sociologiquement à l'origine des personnes. Donc, c'est plus qu'ailleurs. En gros, vraiment, quand on rate la marge de l'école en France, en général, on la rate parce qu'on n'a pas le bon capital à la maison. Et ensuite, quand on la rate, on le rattrape jamais. Donc ça, c'est vraiment un des gros défis. Et alors ensuite, ce problème se double du fait qu'en fait, il y a un déficit d'accès des personnes justement moins qualifiées à la formation professionnelle. C'est un des gros enjeux en France, c'est d'arriver à faire rentrer dans la formation les gens qui en ont le plus besoin. Même avec le plan de 15 milliards d'investissement dans la compétence, on n'y est pas arrivé. Vous verrez le prochain rapport du conseil scientifique dont je fais partie, qui dresse un constat assez mitigé, notamment sur le fait que les populations cibles, les moins qualifiées, on n'arrive pas à les faire rentrer dans des proportions beaucoup plus importantes dans les programmes de formation, même quand on met beaucoup de moyens. Donc, ce n'est pas uniquement un problème de moyens, c'est aussi un problème de méthode et d'approche.
Donc, un déficit de formation tout au long de la vie et, du coup, des compétences qui baissent très vite avec l'âge en France. Donc, on a une population qui vieillit et donc, en plus, les compétences diminuent avec l'âge parce que ces personnes n'ont pas de formation. Et notamment les personnes qui ont raté, qui n'ont pas eu de diplôme ou pas de diplôme de très haut niveau à la sortie du système éducatif. Et donc, ça rend effectivement le problème du manque de main-d'œuvre extrêmement difficile à résoudre dans un certain nombre de métiers et notamment dans les années qui viennent. Comme vous l'avez dit, il y a des contingents qui partent à la retraite. Il va falloir les remplacer. Et voilà. Et on a des personnes qui ont 40, 45 ans, 50 ans, qui vont avoir du mal à changer de métier ou ou à monter en compétences. D'accord. Et donc, sur la question de la mobilité, Alors, la mobilité, c'est un autre sujet, évidemment, parce que, bon, le sujet aussi, c'est qu'effectivement, on a des zones de croissance de l'emploi qui sont bien identifiées et des zones dans lesquelles il n'y a pas beaucoup d'opportunités de croissance. Donc, la mobilité géographique, c'est aussi extrêmement important. Plus la population vieillit, moins elle est mobile. Parce que tout simplement, les gens ont leur réseau, ils sont installés, ils ont leur maison, et souvent, parfois, quand ils ont de la chance, ils l'ont acheté. Les coûts de mobilité à la revente sont énormes. Les frais, ce qu'on appelle les frais de notaire, sont en France prohibitifs. Donc tout ça est un frein énorme à la mobilité. Le logement social n'est pas transférable. Quand vous avez un logement social dans une ville, si vous changez de ville, vous devez reprendre la queue, et ça prend plusieurs années pour avoir un logement. Donc tout ça rend les gens extrêmement peu mobiles géographiquement. Or, on voit que le pôle de développement d'un certain nombre d'entreprises qui sont à la pointe de la technologie, ou que ce soit les technologies vertes ou les technologies de l'IA, ou la digitalisation, sont vraiment dans des zones urbaines ou périurbaines bien définies. Et donc, ces opportunités se développent. Alors, par exemple, si vous prenez les technologies vertes, on sait que les risques sont très importants de déplacement de l'emploi. Les industries, qui sont des industries, pour certaines d'entre elles, encore très polluantes, ont des usines dans des zones rurales ou semi-rurales. Et les entreprises qui se créent avec des nouvelles technologies se créent pas du tout au même endroit que là où les usines vont disparaître. Et donc, ça crée des problèmes effectivement extrêmement compliqués de mobilité et de résorption des déséquilibres entre des zones où on manque cruellement de main-d'œuvre et des zones où on va avoir du chômage très persistant. Qu'est-ce qu'il existe pour l'instant comme modalité pour encourager la mobilité? Très peu de choses. Très peu de choses. Non, quasiment aucune. Enfin, on a des aides au déménagement, mais enfin bon, à part permis, ça, ouais. le permis pour la mobilité, simplement, voilà. Des aides au déménagement quand on trouve une aide d'emploi, mais enfin, le problème, c'est pas tellement le déménagement, c'est le coût de la mobilité. Les loyers sont plus importants là où la demande, ou là où les entreprises ont une forte demande de main-d'œuvre, notamment dans les zones urbaines. Il y a des extrêmement longues queues de logements sociaux. Et de toute façon, les communes ne cessent d'augmenter les droits de mutation. Et on voit d'ailleurs que très récemment encore, là, dans le budget, les communes ont été autorisées à augmenter encore de 0,5 points les droits de mutation. Donc tout ça ne va pas dans le sens d'un fort encouragement à la mobilité, malheureusement. Bon, sur une autre thématique, sur les causes encore oui, je peux réagir également sur la mobilité. Bon, quand on fait partie d'un grand groupe et qu'on parle de mobilité professionnelle, il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup de moyens. Quand on est jeune et qu'on arrive sur le marché, c'est beaucoup plus compliqué pour la raison que vous venez d'évoquer. Et puis alors quand on est dit éloigné de l'emploi avec des qualifications obsolètes et qu'on nous invite à changer de région pour venir se former, il faut payer ce coût du déplacement, de l'hébergement et trouver le financement de la formation. Et ensuite, trouver les moyens d'être hébergé, logé sur le lieu, sur le territoire, où je vais travailler. Et donc, personne n'accompagne ça. Il y a plein d'interlocuteurs qui accompagnent ce mouvement-là. Et c'est très compliqué aujourd'hui de gérer ces flux. Et quand on parle d'entreprises qui ferment des sites, alors si on prend l'automobile, on va être sur aujourd'hui l'arrêt d'activité en lien avec l'énergie fossile et donc toute une industrie qui va progressivement disparaître.
Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gigafactories et les industries électriques, qui sont tout à fait différentes, s'installent à d'autres endroits. Et donc se pose la question de la reconversion des personnes sur le bassin, parce qu'elles seront probablement peu mobiles, et peut-être essayer d'emmener des personnes vers ces secteurs-là, mais ça pose toutes les questions que vous venez de soulever, qui sont des freins en fait à cette mobilité géographique. Je pense qu'en France, on est plutôt pas mal sur la réorientation professionnelle de ceux qui sont déjà en emploi. On a encore des difficultés pour orienter, qualifier des personnes qui sont éloignées de l'emploi et d'avoir une approche un peu globale sur la question de la géographie, de la mobilité et d'aider ces personnes-là à prendre pied là où il y a du travail. Dans le domaine de la santé, vous pourriez dire quelques mots sur le fait, enfin, sur l'impact du déficit des compétences, comment ça se traduit? Oui, Vous avez quelques alors sur la santé et peut-être plus spécifiquement sur la question du grand âge et la question de l'autonomie. Donc le cabinet a mené une étude pour 4 branches professionnelles pendant 1 an et demi sur ce sujet, parce que c'est un secteur qui a été d'une part secoué par la crise du Covid, qui a mis en évidence des dysfonctionnements du système, mais qui a mis en évidence des besoins qui ont évolué en qualité et en quantité, puisqu'en fait, la taille de la population qui va avoir besoin d'aide et d'accompagnement va doubler. Les chiffres, c'est, si vous reprenez les différentes sources existantes qui seront communiquées juste après, c'est le doublement des plus de 65 ans à horizon 2035. Ça, c'est source Nations Unies. Et en France, c'est une population des plus de 65 ans qui va passer de 20% de la population à 30% d'ici 2050, donc c'est demain. Et la population des plus de 65 ans, sur les 45 ans qui viennent de s'écouler, c'est une population qui a doublé en 45 ans. Donc c'est gigantesque en fait, ce qui est en train de se passer. On n'a jamais connu, on a aujourd'hui 3 à 4 générations au travail. Donc plus toutes ces personnes accompagnées. Et donc dans le domaine de la santé et de l'aide à domicile, en fait c'est un énorme bouleversement. On va avoir plus de personnes par tranche d'âge, donc 70 ans, 80, 90 ans et 100 ans. Donc aujourd'hui les centenaires c'est quelques dizaines de milliers. À horizon 2050, on va dépasser les 100 000 centenaires en France et on aura le même phénomène dans la plupart des pays développés. Ce qui veut dire qu'il faut accompagner ces personnes-là. Et aujourd'hui, il y a une demande pour de l'accompagnement à domicile puisqu'elles sont en meilleure santé. Mais par contre, elles vont quand même avoir besoin de soutien parce qu'elles vont perdre en autonomie, donc du soutien de l'aide à domicile classique, de la coordination de soins parce qu'en fait, les soins vont venir à ces personnes. Des personnes qui vont s'organiser pour vivre à plusieurs dans des petits villages reconstitués avec des moyens partagés. En fait, on est en train d'évoluer dans le modèle, faire évoluer le modèle et faire venir finalement les soins, les aides, les services vers le domiciliaire. Et on ira le plus tard possible dans des établissements pour être accompagné et soigné jusqu'à la fin de sa vie. Donc en fait, on a une variation du modèle et par rapport à cette population, si on reprend les chiffres de la DARES, on a donc, selon les métiers, donc si je prends aide-soignant, on a 180 000 départs à la retraite et on a 110 000 emplois créés d'ici à 2030. Donc en fait, on est sur plus de 300 000 emplois qui vont devoir être pourvus. Là, j'ai pas les chiffres, c'est sur un autre graphique des jeunes, mais les jeunes, on a à peine 80 000 personnes qui vont arriver sur ces métiers-là. Donc ça, c'est un métier particulièrement en tension. Si vous prenez les 5 métiers en tension aujourd'hui en France, vous avez 3 métiers qui sont des métiers liés à la santé. On va retrouver infirmier, sage-femme, on va retrouver aide-soignante et on va trouver aide à domicile pour les raisons que je viens d'évoquer en lien avec la démographie. Qui change complètement les besoins de la population. Complètement. Voilà, j'ai été un petit peu long, mais c'était pour mettre en évidence que la démographie, c'est un sujet en lien avec la pénurie, mais c'est aussi un sujet qui génère des besoins de ressources et de compétences sur l'ensemble du territoire. Alors, on va aborder les solutions. Forcément, le rapport présente toute une partie sur combler les lacunes en matière de compétences. Il y a précisément 12 pistes. On va les traiter en 2 axes, en fait. D'abord, l'amélioration du système éducatif, c'est la première piste. Et la seconde, c'est de manière générale, la formation des actifs pour améliorer l'appariement sur le marché du travail. Alors, on commence par l'amélioration du système éducatif. On ne revient pas nécessairement sur la question, sur les besoins en matière de sciences, de technologie. C'est une vraie question, mais qui mériterait un sujet probablement à part. On va parler plutôt des lycées professionnels. Voilà, comment finalement le système éducatif peut-il mieux répondre aux besoins de formation des jeunes? Oui, alors le lycée professionnel, parce que je pense qu'on a besoin aussi, c'est sûr qu'on a besoin d'ingénieurs et de gens qui ont des diplômes universitaires ou d'écoles d'ingénieurs, c'est très clair, mais on a aussi besoin de beaucoup de personnes pour gérer les nouvelles technologies au quotidien, qui ne sont pas forcément des personnes qui sont là pour les designer,
qui sont là pour les mettre en œuvre, pour les comprendre, pour les mettre en œuvre. Je pense aux technologies de l'information, de la digitalisation, mais voilà, on peut aussi parler des métiers du soin de la même manière et des technologies vertes. Alors, il y a beaucoup de ces métiers et de ces formations qui peuvent avoir lieu dans les lycées professionnels, avec éventuellement des compléments post-bac, et aussi via l'apprentissage. Alors, l'apprentissage, la France a fait une grande révolution de l'apprentissage, qui a coûté, comme on le sait, à la fois très cher, mais en même temps qui s'est traduit par un vrai changement d'échelle dans les volumes, et un changement complet d'approche avec énormément de centres d'apprentissage qui se sont créés. Donc, on a vraiment fait une vraie révolution. Mais les lycées professionnels, c'est quelque chose de très, très... C'est un peu... Enfin, l'objectif est le même, mais la méthode est très différente. Dans l'apprentissage, on a un centre d'apprentissage et une entreprise. Donc, un jeune, une entreprise, un centre. Dans les lycées professionnels, on est dans un cadre éducatif classique, avec des enseignants, des périodes de stage peut-être, mais tout un cursus qui va jusqu'au bac. Et là, du coup, ce qu'on voit, c'est que les résultats sont assez hétérogènes sur le territoire. Parfois, il y a des lycées professionnels qui font un travail extraordinaire et qui ont des taux d'insertion très bons, d'autres qui le font moins bien. Et puis surtout, on a des filières dans les lycées professionnels qui sont parfois bien positionnées et d'autres qui le sont très peu, avec de très mauvais débouchés. Et en fait, on n'a pas un très bon pilotage de ces filières, de leur mise à jour, en lien avec les besoins des entreprises, au vu des données d'insertion. Et pour ça, il faut vraiment changer le pilotage de ces formations. Quand on a un centre d'apprentis, c'est facile, hein, le centre d'apprentis, il est en lien direct avec les entreprises. Donc les entreprises, elles expriment leurs besoins très bien, et quand ça va pas, elles se tournent vers un autre centre, hein, ça va très très vite. Et quand on a un lycée professionnel, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a l'éducation nationale, il y a les enseignants, c'est une machine beaucoup plus lourde à naviguer et à modifier. Et donc, on a besoin vraiment de changer ce pilotage pour pouvoir rendre les formations plus en lien avec les besoins des entreprises, notamment localement, identifier ce qui marche et ce qui ne marche pas comme filière, donner l'information sur les débouchés aux jeunes aussi, pour qu'ils puissent s'orienter clairement vers ce qui marche, de manière publique. Il n'y a pas de raison que ces informations sur l'insertion dans le lycée X ou Y soient privées. C'est public, ça concerne tout le monde. Ça concerne les gens qui payent leurs impôts et ça concerne les jeunes qui s'inscrivent. Donc il faut absolument... Et c'est une émulation. Quand dans un lycée, il y a une filière qui ne fonctionne pas, il faut se poser la question de pourquoi et la revoir. Il faut aussi professionnaliser un peu les enseignants, c'est-à-dire avoir un peu plus d'intervenants d'entreprise dans les lycées professionnels, en lien aussi avec les enseignants de l'éducation nationale, mélanger les deux approches. Et puis enfin, je crois vraiment que... la différence avec l'apprentissage, c'est qu'un apprenti, il a un gros avantage en matière de réseau. Comme il est dans l'entreprise, non seulement il peut s'insérer dans l'entreprise dans laquelle, il peut tout de suite être embauché dans l'entreprise dans laquelle il a fait son apprentissage, mais il bénéficie aussi d'un réseau des autres entreprises, des gens qui sont autour de lui et des entreprises qu'il connaît, et il peut directement candidater auprès des entreprises du réseau. Les jeunes en lycée professionnel, ils sont déconnectés, ils font des stages, mais à part les stages qui durent pas très très longtemps, c'est pas un lien extrêmement étroit. Et donc il y a une expérimentation qui a été faite qui s'appelle Avenir Pro avec Pôle Emploi, avec France Travail maintenant, consistait la dernière année du lycée professionnel à être présent dans le lycée pour aller aider les jeunes à chercher un travail avant même qu'ils aient terminé leur dernière année. Et donc cet accompagnement anticipé sur les aider là où ils veulent candidater, les aider avec leur CV, les aider avec les entretiens, etc., extrêmement efficace et peu coûteux. Et je pense qu'en matière d'insertion professionnelle, pour essayer d'accélérer l'insertion et éviter les périodes de recherche d'emploi qui peuvent durer longtemps quand on n'est pas accompagné, c'est quelque chose d'efficace qu'il faut développer. Et là, on prévoit de le généraliser. Est-ce qu'il y a des évolutions? Pour l'instant, j'ai pas vu de généralisation. L'expérimentation s'est terminée, a été évaluée récemment. J'ai pas vu de principe de généralisation, mais enfin, c'est clairement un domaine dans lequel il faut une voie sur laquelle il faut vraiment investir, parce que c'est peu coûteux et très très efficace. D'accord. Est-ce que le pari a été plutôt celui de l'apprentissage finalement, vu la progression des chiffres ces dernières années? Monsieur Lopez, vous avez peut-être quelques éléments sur cette progression. Pourquoi les premiers retours d'expérience aussi, hein? Oui, avec plaisir. Et je vais commencer par réagir à ce que vient de dire Stéphane Carcillo sur les lycées professionnels.
C'est un monde qui a changé, qui doit changer, et la clé, c'est de se rapprocher du monde professionnel, parce que la vitesse, ça se passe dans le monde professionnel sous les effets des facteurs qu'on vient de décrire, et notamment la technologie. Et ça va tellement vite qu'on ne peut pas attendre des cycles de 3 à 5 ans pour créer un diplôme, une formation, et aider des étudiants à trouver des débouchés. En fait, aujourd'hui, il faut être connecté aux entreprises, faire évoluer sans cesse les programmes, avoir des intervenants qui connaissent des nouvelles techniques et les intégrer dans le système de formation, le système éducatif. Puis il y a un point qui nous ramène à une rhétorique qu'on a beaucoup entendue il y a 10 ans, 20 ans, sur la comparaison entre la France et l'Allemagne par rapport à la valorisation des formations en lien avec le monde professionnel. En France, on est plutôt verticaux, plutôt académiques, et la formation initiale était ultra valorisée par rapport à la formation professionnelle. Les Allemands ont fait un autre choix, qui était de valoriser leur filière professionnelle de manière paritaire avec le monde de l'entreprise, en fait, directement. Et très vite jusqu'à des niveaux de formation d'ingénieur. Je reviens sur la question de valorisation et de fierté. À partir du moment où on a une valorisation de ce qu'on apprend, que ça a une valeur sur le marché et qu'on est fier, en fait, on crée tout de suite un sentiment d'appartenance et un engouement des plus jeunes vers ce type de filière. Si on ne le fait pas, vous parliez tout à l'heure de jeunes qui démarrent dans un cursus, qui démarrent leurs études et qui sont rejetés ou qui sortent du système et qui ont beaucoup de mal quand ils sont adultes parce qu'ils sont traumatisés, en fait. Et donc, retourner dans une salle d'apprentissage, si on leur remet de la formation descendante, ça ne va pas marcher. Il faut avoir une pédagogie de l'adulte qui est complètement revisitée et qui les met en valeur en disant vous êtes des adultes, vous avez appris des choses, vous avez un parcours, vous savez des choses, on va partir de là et puis on va vous apprendre d'une manière assez différente. Donc, je voulais juste réagir par rapport à ça parce que c'est vraiment un phénomène de fond. Et côté apprentissage, donc évidemment, depuis 2018, la loi... La nouvelle réforme qui a mis en évidence la nécessité de se former tout au long de sa vie et de sécuriser les trajectoires professionnelles, a aussi mis beaucoup d'argent sur la table. Et avec le Covid, on a eu beaucoup d'investissements pour les plus jeunes, pour les contrats d'apprentissage. Et en fait, on se retrouve à discuter aujourd'hui tous les jours de ces sujets-là. Vous avez de la presse, vous avez des thèmes télévisés qui traitent de la question de l'apprentissage. Alors certains disent qu'on a trop dépensé, etc. Mais en fait, on a plus d'1 million de jeunes qui sont dans les filières d'apprentissage. 70% de ces jeunes, c'est les taux aujourd'hui qu'on reçoit, vont avoir une proposition de cette entreprise qui les a retenus en apprentissage ou d'une autre. Donc en fait, le taux de conversion, il est très très fort. Donc il faut quand même retenir que cette mécanique, elle fonctionne parce que ça permet aux jeunes de découvrir l'entreprise, ça permet de se former concrètement et ça permet pour l'entreprise d'avoir et une politique d'attractivité et de formation en même temps. Après, sur la question de l'apprentissage, je voudrais souligner également l'effort qui a été fait au niveau de France Compétences qui s'occupe du répertoire national des certifications professionnelles. Aujourd'hui, c'est 4 000 à 5 000 titres de formation professionnelle qui sont régis par ce système. C'est colossal. Et ce sont des diplômes qui sont donc reconnus par l'État. Et le processus, il a été complètement remodelé puisqu'en fait, il nécessite à des organismes de formation de déposer un dossier, de faire valoir leur titre organisé en bloc de compétences, de faire valoir que ce titre correspond à un besoin du marché, donc des entreprises, d'apporter des éléments d'études de marché, mais aussi de conviction, c'est-à-dire que sont devenues les personnes qui se passent par ce titre, est-ce que ça correspond à des besoins des entreprises, est-ce qu'ils vont avoir une bonne rémunération, est-ce qu'ils vont avoir des perspectives de carrière. Donc en fait, il y a un niveau d'exigence dans la validation des titres qui est très très forte. Et l'ouverture, sachez qu'aujourd'hui, il y a des ministères qui déposent des titres. Donc, par exemple, j'ai vu un titre de conduite de drone déposé par le ministère des Armées. Le ministère du Travail a un titre sur chargé d'administration des ressources humaines. Donc voilà, vous avez aussi des ministères. Il y a des organismes de formation. On a du public, on a du privé. On a l'ensemble des mondes qui se croisent et qui créent des titres et des blocs, des certifications qui sont en lien direct avec l'évolution du marché. Et l'État, alors, on peut discuter de est-ce que ça va assez vite, est-ce que c'est bien fait, est-ce que ça coûte trop cher ou moins cher, mais en tout cas l'État a une grande vigilance à accélérer, puisqu'on a mis l'argent et les modalités, mais également à sélectionner les formations qui vont permettre de s'adapter au marché du travail. Donc ça, c'est une avancée considérable. Et la logique de bloc de compétences dont j'ai parlé tout à l'heure, chaque titre aujourd'hui qui est déposé, il est découpé en blocs de compétences. Pourquoi ? Parce qu'on accède aussi à une forme de modularité des titres. C'est-à-dire que quand je me forme, si j'ai déjà fait des études supérieures et que je sais déjà faire plein de choses parce que je les ai acquises dans le monde du travail, quand je me forme à autre chose, on va comparer
Et donc, si j'ai fait du management, si dans mon titre, il y a encore du management, je vais aller directement au concours ou je vais faire une validation des acquis d'expérience. Par contre, si je dois me former à des techniques que je ne connais pas spécifiques liées à ce titre, je vais uniquement faire le bloc de compétences qui me concerne. Donc, en fait, il y a une modularité. Pourquoi ? Pour que ça coûte moins cher. Parce que je ne fais pas 500 heures, je fais 80 ou 120 heures, parce que je fais 2 blocs de compétences, par exemple. Et parce que ça va me permettre d'arriver sur le marché du travail avec ces nouvelles compétences plus rapidement. Parce que si je fais un cycle de 2 ans pour faire 500 heures et un titre complet, je ne suis pas au rendez-vous du marché suffisamment rapidement. Donc ça permet d'aller plus vite, de baisser les coûts et d'avoir des formations complètement adaptées. Donc ça, pour moi, c'est une vraie révolution. Et d'ailleurs, dans la déclaration de la commission qui s'occupe de compétences du 5 mars, il parle de blocs de compétences, de reconnaissance, de certification entre les pays pour fluidifier la circulation des personnes, ça c'est déjà le cas, mais des compétences et qu'elles soient reconnues. Et plus on a ce langage commun, plus on va être en capacité aujourd'hui de fluidifier ces logiques de compétences. On commence à avoir une évaluation de l'impact à moyen terme de l'apprentissage sur l'insertion sur le marché du travail. On a plein d'études sur l'apprentissage qui montrent que c'est plus efficace. C'est un des modes de formation pour les jeunes les plus efficaces en matière d'insertion. C'est beaucoup plus efficace que le lycée professionnel aujourd'hui, principalement parce que les apprentis sont embauchés par leur maître d'apprentissage directement. Oui, c'est ça qui fait la grosse différence. C'est vraiment le fait d'être embauché directement par l'entreprise chez laquelle on a fait l'apprentissage. Et donc, du coup, évidemment, on a un gros avantage. On ne perd pas des mois à chercher. Donc, non, on a des évaluations en France et à l'étranger. Et c'est un mode d'insertion et de formation qui est extrêmement efficace. Mais une fois encore, je pense que le lycée professionnel peut faire aussi bien. C'est pas voilà, il y a des lycées professionnels qui font aussi bien, à condition de bien répondre à la demande des entreprises et à être bien connecté avec le réseau d'entreprises localement. C'est ça, sur les bassins d'emploi. C'est ça. D'accord. Alors, on va peut-être passer, pour tenir le temps, à la dernière partie, sur la formation des adultes, la valorisation du capital humain de manière générale. Alors, on va discuter d'abord de la formation professionnelle, des transitions professionnelles. Peut-être, Monsieur Lopez, sur ce sujet, vous pouvez commencer à nous donner votre expertise. Qu'est-ce qui existe déjà en matière de formation professionnelle, là, en cours de carrière, avec quel bilan et dans quel domaine peut-être. Alors j'ai déjà partagé un certain nombre d'éléments juste avant, mais peut-être que la valeur de l'exemple d'illustration est attendue aussi par les personnes qui nous écoutent. Donc la réforme de 2018 a fait bouger les choses. Le Covid a eu aussi ses avantages puisqu'on a digitalisé beaucoup plus, par exemple dans le monde de l'enseignement, de la formation, énormément. Et puis on a été plus vite sur pas mal de sujets, notamment celui du développement des compétences. Encore une fois, dans le monde des grandes entreprises, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites et elles ont les moyens. Alors, pardon, je n'ai pas parlé des CFA, mais entre 2018 et maintenant, il y a 2000 CFA qui ont été créés. C'est colossal. Et il y en a une centaine qui ont été créés par des entreprises. C'est-à-dire que quand vous avez ce phénomène, souvenez-vous, il y a un peu moins de 5 ans, 6 ans, les universités entreprises n'étaient pas en super forme, il y en avait. Bon, les CFA, il n'y en avait pas trop. Là, en fait, les universités entreprises sont montées en puissance pour former directement leurs salariés aux évolutions de compétences. Et elles ont réintroduit des CFA en disant on ne trouve pas les CFA avec les formations à l'extérieur, on va les créer nous-mêmes, on va déposer nos titres et ça va nous permettre d'accélérer la montée en compétences et d'attirer les talents chez nous. En fait, quand je recrute quelqu'un, je le recrute, je le forme et je l'intègre dans mon entreprise et ça va donc beaucoup plus vite, il est tout de suite opérationnel. Donc ça, c'est vraiment un phénomène qu'il faut observer. Après, par rapport aux questions des reconversions, il y a aussi des initiatives d'État qui ont été lancées en lien avec la stratégie, le positionnement de la France dans le monde et ses atouts industriels. Et donc, vous avez des initiatives, des appels à manifestation d'intérêt qui ont été lancés dans les années 2020, autour des compétences et des métiers d'avenir. Donc on va retrouver des axes comme la création de mini-réacteurs, le verdissement de l'économie, on va retrouver tout ce qui est décarbonation, production de voitures électriques,
la culture et l'excellence des contenus et de l'offre culturelle française. Donc en fait, tous les atouts et un peu les grands axes stratégiques de la France en lien avec les besoins de compétences. Ils ont fait des appels à projets et pour ces projets-là, des entreprises ont candidaté avec une idée, c'était de former très vite des personnes sur ces programmes-là. Et pour ce qui nous concerne, l'une de nos filiales a été retenue sur un projet que je vais résumer autour des sujets qu'on a déjà évoqués. Donc on est sur la transition énergétique puisqu'on est dans le BTP. On est sur la rénovation des 5 millions de logements qui doivent être rénovés, dont 500 000 dans l'urgence puisque ce sont des vrais passoires et qui sont même énergivores. Et ce sont des logements, alors on peut parler du bâti professionnel, mais surtout des logements personnels en fait, donc des appartements, des maisons individuelles et donc des petites unités. Et donc là, on touche au monde du BTP, de la petite entreprise. Et donc pour ça, on a développé un programme de formation, d'attractivité des jeunes et des personnes qui sont aujourd'hui demandeurs d'emploi et qui veulent aller vers ces métiers-là. Plutôt que de dire que c'est des métiers du BTP, on a créé 3 métiers spécifiques à la rénovation, donc des gens qui vont plutôt piloter des projets, des gens qui vont poser tous les matériaux d'isolation, puis des gens qui vont gérer tout ce qui est fluide, électricité, pompe à chaleur, etc. Sur les chantiers. Donc en fait, on a revu les métiers spécialisés par rapport à ça. On a créé un programme complètement adapté avec les compagnons du devoir et l'AFPA, donc ça a mis 2 ans. Les personnes sont formées avec des contenus en ligne, de la vidéo. Ils sont coachés, mentorés par des compagnons du devoir qui ont participé au programme et donc qui accompagnent les personnes qui sont en formation. Donc c'est moderne. Et il y a une dimension de valorisation puisqu'en fait, sur ces 3 métiers, il y a une certification déposée au fameux registre national de certification professionnelle. Et pourquoi on a fait ça comme ça? Parce qu'en fait, on voulait créer quelque chose qui crée de la fierté. Parce qu'on fait un métier d'excellence, il est orienté rénovation et dimension environnementale. On apprend des choses, on n'apprend pas tous les métiers du BTP parce qu'en fait on n'a pas forcément envie d'être électricien ou plombier. On se focalise sur des techniques qui sont nouvelles et ensuite on a des perspectives soit pour apprendre d'autres métiers dans la même branche, soit pour aller vers un autre diplôme, une autre formation dans l'ère qui est la nôtre. Ce programme, il a été retenu, il a été financé, il va voir le jour, là, il a été testé, et les premières campagnes vont avoir lieu à partir de la semaine prochaine. Et pour répondre à la question des problématiques de mobilité, en fait, on va avoir un tour de France de présentation de ce programme avec des entreprises qui le financent également. Donc vous avez, donc c'est public, hein, donc tout ça est accessible. Vous avez Vinci qui a mis des sous. Pourquoi? Parce que Vinci aujourd'hui a une stratégie qui va basculer de la construction de neuf vers la rénovation. Et donc, ils sont aussi intéressés à financer des programmes qui vont faire venir de nouvelles personnes compétentes dans leurs activités. Donc ça, c'est un exemple de programme conçu complètement par rapport à une problématique environnementale liée au BTP et à la question des ressources. Il faut aller trouver des ressources et les intégrer. Et je finirai sur un mot, qui est un mot japonais, qui est le mot sho. Sho en japonais, c'est le nom du programme, et ça s'appelle les reconstructeurs, mais le programme pédagogique s'appelle Sho. Et pourquoi il s'appelle Sho? Parce qu'en japonais, ça veut dire l'excellence du geste de l'artisan. Et pourquoi j'insiste sur ce mot-là? Parce qu'en fait, c'est un programme qui joue beaucoup sur la fierté de faire ce métier pour attirer et valoriser ce qui est fait. Donc, vous voyez, quand on parle des sujets de sens au travail, de valorisation des métiers qui sont des métiers pratico-pratiques, il fallait aussi avoir cette dimension. Donc, c'est très digital, c'est très moderne, c'est très valorisant. Et on espère que ça va marcher. Donc, je préférais vous raconter une histoire d'un projet qui a mis 2 ans de gestation et qui va aujourd'hui déboucher. Il y a beaucoup de besoins, beaucoup de ressources. Est-ce qu'on arrive Exactement. à contrôler la qualité finalement de ces formations? Alors, c'est le gros sujet. Je suis sûr que dans le cas précis, c'est une excellente qualité, mais ça va démarrer. Mais voilà. Mais un des gros sujets, je pense, en France, c'est pas tellement les moyens, c'est surtout la qualité. Les moyens, ils sont là. La France dépense plus de 35 milliards d'euros par an en formation professionnelle, probablement même un peu plus. Donc, c'est pratiquement autant que le budget de l'éducation supérieure. Le problème, c'est vraiment le pilotage de la qualité. On a une myriade de centres, d'entreprises de formation, donc d'opérateurs, qui sont souvent extrêmement petits, voire unipersonnels. Donc ça se compte par dizaines de milliers, hein, donc un marché très atomique dans lequel il est très difficile de vérifier la qualité, tant
des moyens mis en œuvre que des résultats, parce que les deux sont extrêmement importants. Donc la qualité, ça se mesure par les standards et les moyens mis en œuvre, les approches, les procédures en interne, les procédures de qualité, etc. Donc ça, évidemment, ça exige en fait d'avoir des structures qui sont un peu plus grosses, puisque dès lors qu'on commence à parler de standards, de suivi des standards, etc., c'est beaucoup plus facile à faire et à maintenir en continu lorsqu'on a une entreprise avec 20 formateurs, lorsqu'on est un seul formateur de son entreprise. Et ensuite, il y a la qualité des formations elles-mêmes mesurée par deux dimensions. La satisfaction d'ailleurs d'abord des personnes qui sont en formation, c'est très important, doivent être capables de pouvoir évaluer leur formation et donner une note. Et deuxièmement, évidemment, le parcours à la sortie de la formation, c'est-à-dire les salaires des emplois qui ont été retrouvés, la durée des emplois qui a été retrouvée, etc. Et en fait, le gros enjeu, c'est que ces informations-là soient disponibles. Un, c'est de standardiser la qualité avec les moyens, et ça c'est le rôle de France Compétences, c'est-à-dire d'avoir des exigences minimales pour certifier une formation éligible à telle aide publique. Bah, il faut suivre ce protocole-là, et si vous ne le suivez pas, vous n'êtes pas éligible à l'aide. Donc ça c'est un premier point. Et deuxième point, il faut révéler l'information sur la qualité. La satisfaction des usagers et le retour à l'emploi. Et pour ça, il faut suivre les gens. Et donc ça nécessite beaucoup d'éléments. Et en fait, le pilotage de la qualité va s'améliorer si l'information devient disponible. Parce que les gens vont se diriger vers les formations qui sont les mieux notées, les mieux évaluées, avec les meilleurs débouchés, les meilleurs standards, etc. Et vont laisser tomber celles qui le sont moins. Et donc ça va conduire à une restructuration du marché. Avec des centres de formation, des opérateurs qui vont disparaître, d'autres qui vont se concentrer, s'amalgamer, se spécialiser et aller chercher l'excellence. Et du résultat. Et du résultat, exactement. Donc je crois que c'est un des gros enjeux maintenant du système, du système de formation français. Il va falloir maintenant miser sur la qualité et pas uniquement sur la quantité. D'accord. Alors on termine avec un dernier point qui est quand même très, très important dans le rapport, qui souligne la nécessité de mieux impliquer les femmes sur le marché du travail. Donc qui aborde peut-être aussi la question des discriminations, mais qui évoque assez peu la question des seniors, mais je pense qu'on peut aussi en discuter. Comment réduire finalement les inégalités, comment mieux les insérer aussi dans l'entreprise, puisque voilà, il parle d'investir davantage dans les infrastructures qui soulagent les tâches au quotidien, et de financer des parcours de formation, voilà, etc. Donc Alors, l'insertion des femmes sur le marché du travail, c'est un des gros enjeux aussi dans le changement démographique qu'on connaît. On va avoir un vieillissement de la main-d'œuvre et aussi tout simplement une baisse de la population en âge de travailler. Et donc, si on veut maintenir notre PIB par tête, c'est-à-dire notre niveau de richesse collectif, il va falloir que tous ceux qui sont capables de travailler puissent avoir accès au marché du travail dans de bonnes conditions et avoir les bonnes formations pour pouvoir y accéder. Dans cette perspective, évidemment, l'emploi des femmes, c'est extrêmement important. Parce qu'on a encore un écart dans l'accès à l'emploi entre hommes et femmes. Alors la France est plutôt bien positionnée par rapport aux autres pays dans ce domaine. On a un écart qui est, je dirais, 2 fois moindre en termes de taux d'accès à l'emploi que dans la plupart des autres pays de l'OCDE, dans la moyenne. Donc c'est vraiment, on est plutôt bien positionné. Mais il reste encore... juste brièvement, qu'est-ce qui... Alors, c'est historique, enfin c'est historique, ça n'a pas toujours été comme ça, mais je pense que le fait qu'on ait toujours eu en France une politique familiale extrêmement offensive et développée fait que ça a aussi beaucoup aidé les femmes à s'insérer sur le marché du travail. Les systèmes de garde, les crèches, etc. Le fait d'avoir aussi... instaurer très tôt un congé de maternité, donc le fait d'être en emploi n'est pas un obstacle à s'occuper d'un enfant à la naissance, etc. Donc voilà, il y a plusieurs raisons. Mais en tous les cas, c'est vrai que l'écart est moins important pour nous que dans d'autres pays européens réalisés. Cela étant, il reste un écart de plusieurs points, de 5 points, je crois. Et cet écart grandit avec l'âge.
C'est-à-dire que Complètement. à mesure que qu'on vieillit, bah, les femmes ont tendance à se retirer plus tôt du marché du travail, ou parce qu'elles ont moins de perspectives, parce que les écarts de salaire sont grandissants avec les hommes, parce qu'en fait, les interruptions de carrière à l'occasion des maternités finissent par peser sur la carrière, et donc les écarts sont croissants avec l'âge. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, en fait, il y a énormément de mesures à prendre encore pour une meilleure insertion. Alors, d'abord, et on rejoint la question de la formation, il y a beaucoup des métiers dont on parle qui sont dans le soin, mais il y a aussi, et là les femmes sont très présentes, mais il y a aussi beaucoup des métiers dont on parle et qui sont en forte tension dans les technologies de l'information, dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, dans la digitalisation, dans les technologies de verdissement de l'économie. Et là, pour le coup, les femmes ne sont pas du tout bien positionnées parce elles s'orientent moins vers ces métiers-là à la sortie du lycée, voire au cours de leurs études secondaires. Donc, du coup, il y a vraiment quelque chose à faire au lycée. Oui, c'est une Et question. c'est une question vraiment importante parce qu'il faut qu'elles se dirigent vers ces métiers qui vont être en forte demande, Mm. et pas uniquement dans des métiers du soin dont on sait que, à part les métiers vraiment médicaux, ils sont moins bien payés aussi. Oui. Voilà, donc c'est pas des. Mais voilà, évidemment, il y a les métiers d'infirmière sont très qualifiés et les métiers de médecin sont hyper qualifiés, mais tout ce qui est soins dans des personnes âgées, soins à l'hôpital, etc., c'est des métiers qui sont souvent pas très bien payés. Donc il faut les diriger vers les métiers qui payent. Deuxième point, il faut, et ça c'est toute la stratégie, il faut rééquilibrer le temps que passent les hommes et les femmes à la maison à s'occuper des tâches ménagères. C'est vraiment très important. Et ça passe aussi, évidemment, par le temps qu'on passe à s'occuper des enfants, puisque ça devient vraiment prégnant lorsque les enfants arrivent. Et pour ça, une des stratégies à mettre en œuvre, c'est d'allonger le congé de paternité et de faire en sorte que ce congé soit même quasiment obligatoire et pris séparément du congé de maternité. Parce que si vous faites prendre un congé de paternité à des hommes en même temps que congé de maternité, vous savez ce qui va se passer, quoi. Hein, donc voilà, donc donc en fait, il Est-ce faut qu'on que... a prouvé l'impact finalement? Est-ce que dans les pays Alors, scandinaves, par exemple? oui et non, c'est encore assez Oui, mitigé. ouais, En fait, quand on regarde ces études, notamment en Suède, on voit des impacts assez légers sur ouais. ce qui se passe après le congé de Surtout à paternité. moyen terme Oui, déjà. mais, il faut dire une chose, c'est qu'en fait, l'impact sur ce que font les hommes après la sortie du congé de maternité dépend aussi de ce qui se passe, de beaucoup de ce qui se passe dans l'entreprise. Voilà, Donc, c'est en fait une Mm, stratégie qui doit agir à tous les niveaux. mm, L'éducation, à la maison, mm. en entreprise. Si vous changez qu'un élément, que vous regardez qu'un élément, ça marche très peu tout seul. C'est vraiment totalement intégré, puisqu'en fait, les stéréotypes de genre sur ce que doivent faire les femmes et ce que doivent faire les hommes, ce sont des stéréotypes qui sont construits dans tous les Oui, oui, mondes, oui, bien sûr, et très tôt. et très très tôt. Mm. Et donc le dernier point, c'est vraiment aussi à faire la transparence Pour les salaires. sur les salaires, sur les opportunités pour les femmes, et aussi sur les salaires. Enfin, par exemple, il y a la transparence, l'index de transparence d'égalité hommes-femmes, dont on a parlé récemment à l'occasion de la journée internationale euh, de la femme, samedi dernier. Et cet index est extrêmement utile, mais ça suffit pas. Si vous, dans les offres d'emploi que vous publiez, vous ne mettez pas de tranche de salaire, et que vous ne dites pas que ce salaire est négociable, les femmes ne vont pas les Ouais, négocier. ça, c'est- Les hommes n'ont absolument pas besoin de ça pour aller négocier. Et du coup, ça génère aussi des écarts de salaire dans l'entreprise. Les femmes se recrutent et elles se rendent compte au bout de 3 mois que leur voisin est quand même payé 10% de plus. Et pourquoi? Parce qu'il est allé négocier. Et ce sont des choses qu'il faut aussi changer dans la manière dont les offres sont postées. Alors là, on voit que c'est quand même surtout sur les pratiques. Est-ce que les entreprises, dans les ressources humaines, s'emparent de ça? Comment compenser, comment proposer des formations aussi professionnelles qui permettent d'aiguiller les femmes peut-être vers voilà, de l'intelligence artificielle, mais en entreprise? Que peut faire l'entreprise de l'intérieur? Il y a beaucoup de choses qui sont faites en entreprise sur ces sujets-là et de manière un peu plus globale concernant l'inclusion, la diversité au sein de l'entreprise, la diversité des profils et des compétences.
pour une raison, c'est qu'il y a aussi besoin, il y a une pénurie, et donc il y a besoin de toutes les compétences d'où qu'elles viennent. Et concernant le sujet de la parité et la représentativité des femmes dans les entreprises, c'est un sujet qui est pris par la plupart des groupes. Euh, je dirais que tous les leviers sont actionnés à peu près partout. On a des freins qui sont essentiellement culturels et historiques, donc ça change, c'est un peu Et par long. exemple, Et donc il pourquoi faut continuer à être volontariste. une femme qui travaille à temps partiel pourrait-elle bénéficier tout de même de la même promotion professionnelle qu'un homme? Est-ce que ça... En fait, on l'a vu avec le télétravail, quand vous n'êtes pas présent dans Mm, l'entreprise, mm, vous diminuez vos chances d'être promu parce que vous n'êtes pas visible mm. de personnes qui vont décider ou qui vont vous proposer une opportunité d'évolution de carrière. Plus vous êtes présent, plus vous êtes en contact, plus vous avez un réseau important, plus vous avez des chances d'avoir des propositions et des évolutions. Ça, c'est mathématique, mécanique. Donc le travail, quand on est trop à distance, on est plus visible. Et quand on a pas mal d'interruptions de carrière dans l'entreprise ou qu'on fait du temps partiel, c'est un peu le même sujet et on se développe moins aussi parce qu'on travaille moins dans l'entreprise, on a moins de perspectives d'évolution, de changer de thématique, de sujet. On va rentrer dans un rôle spécialisé à temps partiel avec un salaire et une forme de régularité qui nous empêche d'aller voir ailleurs ou de voir d'autres choses. Donc c'est un facteur limitant et qui s'applique plutôt aux femmes aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Donc quand on est dans un foyer monoparental, une femme avec un emploi à temps partiel, on a toutes les barrières pour limiter son évolution et ses perspectives d'évolution. Sur la question des rémunérations, il y a la directive européenne sur la transparence des rémunérations. Donc là, c'est le deuxième cliquet qui arrive, qui fait trembler, enfin bouger en tout cas le monde de l'entreprise, parce que je ne sais pas si vous imaginez, mais concrètement, ça veut dire que on va devoir fournir de la transparence sur les niveaux des rémunérations par rapport à un emploi. Donc, je suis dans un emploi, j'ai un salaire, je me pose la question de savoir si mes collègues sont payés la même chose, donc hommes ou femmes. Je peux poser la question à l'entreprise et l'entreprise, alors, elle va pas me dire quel est le salaire de Pierre, Paul, Delphine et Isabelle, mais il va me dire sur cet emploi, la grille de rémunération, le bas, le haut, en fonction de tel critère, c'est tant. Donc ça va à mon avis beaucoup jouer par rapport aussi à la parité hommes-femmes dans les entreprises. On va s'apercevoir qu'il y a des écarts, parce que si on donne s'il y a de la transparence, ben on va mettre en évidence ces points-là. Pour moi, dans le monde de l'entreprise, la dimension culturelle, elle est prise en considération. Moi, je rejoins beaucoup l'équilibre des moyens qui sont mis à disposition. Et entre hommes et femmes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi répartir les tâches et les activités entre hommes et femmes, et qu'à un moment donné, les femmes puissent être plus libres dans le monde professionnel pour évoluer. Et ça c'est politique, c'est culturel, c'est systémique. Il faut continuer les efforts. Et je pense que si on n'est pas volontariste, ça bougera trop lentement. Donc il faut, à mon avis, maintenir ces politiques volontaristes. Et certaines entreprises ont pris de l'avance, notamment celles qui sont sur des métiers, on va changer un petit peu de registre technique. Les profils d'ingénieurs, on en manque. Il faut qu'on en recrute, notamment dans l'informatique, par exemple, plus de 20 000 par an pendant les 5 prochaines années. Et ils sont difficiles à trouver. Et donc là, il faut faire venir des femmes sur ces métiers. Donc ça commence très tôt. Mais il faut aussi les valoriser dans l'entreprise. Et je pense que la notion de rôle modèle, comme disaient les anglo-saxons, c'est-à-dire des personnes, des femmes qui ont réussi dans ces métiers, les valoriser, montrer que c'est possible, c'est aussi une façon de tirer vers le haut et d'inciter des jeunes femmes à embrasser ces carrières. Très bien. Nous allons peut-être terminer sur ces belles perspectives. Merci pour cet échange à tous les deux. Merci pour votre temps. Vous pourrez suivre l'intégralité finalement de ce débat et des précédents débats sur le site de Melchior. Retrouvez aussi des dispositifs pédagogiques qui sont associés pour travailler avec les élèves. Et je renvoie donc peut-être à quelques sites pour approfondir la réflexion. Le site de France Compétences, le site de la DARES, et puis celui consacré par l'OCDE sur les compétences avec un simulateur pour comparer entre pays. Voilà, merci à tous et bonne journée.